months later, I murdered them. Le 18 décembre 1948 naît Edmund Emil Kemper, troisième du nom, à Burbank, en Californie. Ed est le cadet d'une fratrie composée de 2 autres sœurs. Il grandit dans un foyer où ses parents se disputent constamment. En 1957, il est alors âgé de 9 ans. Sa mère et son père divorcent. C'est sa mère qui obtient la garde des enfants et qui part s'installer dans le Montana. La mère de Ed est atteinte de troubles psychologiques. Elle devient très violente, méprisante avec Ed. Sa grande sœur Suzanne s'y mettra aussi par la suite. Il est violenté par ces 2 dernières, il ne se fait pas beaucoup d'amis à l'école et il est un enfant très isolé. Âgé de 10 ans, sa mère le forcera à s'installer dans la cave où il dormira à côté de la chaudière. Des signes troublants commencent à émerger chez Ed. Il commence à rêver qu'il tue sa mère. Il découpe les têtes des poupées de ses sœurs et il crée même un jeu qu'il appellera la chambre à gaz où il force ses sœurs à lui bander les yeux, à l'asseoir sur une chaise. Là, il prétend être en agonie jusqu'à mourir. Ses premières victimes seront les chats de la famille. Âgé de 10 ans, il enterrera le premier chat vivant. 3 ans plus tard, alors âgé de 13 ans, il abattra le 2e chat à coups de couteau. Après ces événements tragiques, la mère de Ed ainsi que ses sœurs commencent à avoir de plus en plus peur de lui. Elle l'envoie donc vivre à Los Angeles chez son père, où il ne se sentira pas beaucoup plus à sa place. Il sera donc envoyé chez ses grands-parents, Maud et Edmund Kemper. Ed découvre alors la vie à la ferme, qu'il déteste. Il commence à manier les armes à feu, mais il tire sur des oiseaux et sur des petits animaux, ce qui commence à effrayer ses grands-parents qui lui interdisent d'utiliser les armes à feu. Âgé de 15 ans, il décide de prendre la carabine de ses grands-parents. Après avoir eu une dispute avec sa grand-mère, Maud Kemper, il lui tire plusieurs fois à la tête. Il entoure ensuite sa tête d'un linge et la traîne jusqu'à la chambre. Quelque temps après, le grand-père de Ed rentre à la maison. Il tirera dans le dos de ce dernier. Par la suite, complètement paniqué, il décide d'appeler sa mère pour se confesser de ce qu'il venait de faire. Sa mère lui ordonne d'appeler la police, ce qu'il fera. Il sera ensuite admis dans une prison juvénile où il se confiera sur les meurtres de ses grands-parents en disant qu'il a tiré sur sa grand-mère pour voir ce qu'il allait ressentir et qu'il avait également tué son grand-père pour qu'il ne voie pas sa bien-aimée morte. Malgré son jeune âge, il se montrera très coopératif avec les soignants du centre qui le diagnostiqueront comme ayant un QI hors norme, ainsi qu'une schizophrénie. À la suite du jugement, il sera alors envoyé dans un hôpital psychiatrique. C'est à seulement 21 ans qu'il sera relâché. Malgré les recommandations de son médecin de ne pas retourner vivre chez sa mère, étant donné le passé de violences verbales, physiques et psychologiques qu'il avait vécu auprès d'elle, Ed n'écoute pas et retourne quand même s'installer chez cette dernière. Après quelques années, sa mère s'est installée à Santa Cruz, où elle a mis fin à son 3e mariage et elle a aussi trouvé un boulot de professeur à l'université locale. Kemper décide alors d'intégrer les soldats d'État. Cependant, il sera refusé au vu de sa taille. En effet, il mesure 2,6 m. Malgré ça, il s'entend extrêmement bien avec la police de Santa Cruz. Un des policiers va même lui donner une insigne ainsi que des menottes. Il sera aussi autorisé à utiliser une voiture qui ressemble fortement à celle qu'utilisaient les policiers. La même année, il travaillait pour le département des autoroutes. Il sera heurté par une voiture alors que lui est en moto. Il sera alors grièvement blessé suite à cet accident et incapable de reprendre son activité professionnelle. Il se penche alors sur de nouvelles activités. Au début, il récupère seulement des autostoppeuses qu'il libère ensuite au point où elle désirait aller.
Mary Ann Peace et Anita Lucchesa étaient étudiantes au Fresno State College. Elles ont été prises en autostop par Ed Kemper à l'université de Stanford. Après avoir conduit quelque temps, Ed se gare dans une zone déserte, prend son fusil, décide d'enfermer Anita dans le coffre pour s'en prendre à Mary Ann. Il la menotte, essaie de l'étouffer avec un sac plastique. Mais cette dernière parvient à faire un trou dans le sac. Ed sortit alors un couteau et la poignarde à plusieurs reprises. Il poignarde également par la suite Anita. Après avoir réfléchi quelque temps de ce qu'il allait faire des corps, il décide de les ramener chez lui. Il décapite alors les corps, les démembre. Le corps de Mary Ann sera enterré dans le sac plastique qui aura été utilisé pour l'étouffer. Il garda malgré tout les 2 têtes des victimes pendant quelque temps dans son appartement, puis finit par les jeter dans un ravin. C'est seulement le 15 août que la tête de Mary Ann sera retrouvée dans un bois près de Santa Cruz. Les restes de Anita, en revanche, ne seront jamais retrouvés. Dans la soirée, Ed Kemper prend en stop Ai Koku, une adolescente de 15 ans, qui se rendait à son cours de danse. Aiko panique rapidement et Ed essaie de la rassurer en lui disant qu'il ne lui fera rien. Cependant, elle s'agite de plus en plus, donc Ed décide de se garer sur une zone déserte une fois de plus. Il essaie de l'étouffer, la sort de la voiture, la viole et finit par la tuer. Tard dans la nuit, il disséquera son corps et la décapitera. Il disperse les restes un peu partout. En revanche, il garde la tête. Il se rend le lendemain à son rendez-vous avec son psychiatre dans le cadre de sa libération sur parole, avec la tête de sa victime dans le coffre de sa voiture. Ed décide d'acheter un pistolet calibre 22 automatique. Il prend en stop Cynthia Ann Scholl. Il la conduit dans les collines de Watsonville où il l'obligera à aller dans le coffre et il lui tire dessus. À ce moment-là de sa vie, Ed vit chez sa mère et donc il décide d'attendre que cette dernière s'absente pour aller au travail pour ensuite pouvoir ramener le corps de Cynthia chez sa mère. Il violera ensuite le cadavre de Cynthia, puis il la disséquera dans la baignoire. Il prend ensuite le plus grand soin de tout nettoyer, il décapite Cynthia Scholl, lui enlève la balle qui se trouvait dans sa tête et enfouit la tête de sa victime dans le jardin de sa mère. Les restes du corps de Cynthia seront retrouvés 24 heures après le meurtre et que Ed ait jeté les restes du haut d'une falaise. Ed et sa mère ont une violente dispute. Ed décide alors de claquer la porte et de partir en voiture. Il récupérera en stop Rosalind Thorpe ainsi que Alice ou Allison Liu. Ces dernières n'ont absolument pas hésité à monter dans sa voiture puisqu'il avait une vignette de stationnement dans le campus dans lequel travaillait sa mère. Par la suite, il n'arrêtera même pas la voiture et tirera sur les 2 autostoppeuses qu'il avait récupérées. Il décapitera ensuite leur corps dans le coffre. Le lendemain matin, il récupère le corps d'Alice et a des rapports sexuels avec son cadavre. Ensuite, il ramène la tête de Rosalind afin d'enlever la balle, comme il avait auparavant fait avec Cynthia. Il disperse ensuite les parties du corps à différents endroits. Le 21 avril 1973, Ed décide qu'il est temps qu'il se débarrasse de sa mère, Clarnell Strandberg. Il est 5h15, Ed prend un marteau et décide d'aller frapper la tête de sa mère. Il s'acharne au point qu'il retirera le larynx de cette dernière, qu'il mettra dans le broyeur à évier. Il dira par la suite à la police qu'il a réalisé ce geste qu'il n'avait fait à aucune autre de ses victimes, car sa mère, elle, gueulait trop. Par la suite, il décapitera sa mère, aura des rapports sexuels avec la tête, puis il utilisera la tête comme cible pour jouer aux fléchettes. Afin d'expliquer l'absence de sa mère, il décide de piéger une de ses amies en faisant croire
qu'elles sont parties en vacances toutes les deux. Durant l'après-midi, il appelle Sally Hallett en l'invitant à venir manger. Lorsque Sally arrive, Ed l'assomme et l'étrangle. Quelques heures après, il décide de décapiter Sally Hallett et finit par s'endormir sur le lit de sa mère. Le 22 avril 1973, Ed décide de prendre la voiture et de rouler vers Sacramento. Il ne s'arrête pas pour prendre de l'essence, il prend des amphétamines. Dans le Colorado, il sera même arrêté par la police pour excès de vitesse. Il paye tranquillement sa contravention, puis reprend la route. Après 30 heures de route et épuisé, c'est dans la nuit du 23 avril 1973 qu'il décide que la vie de fugitif ne lui convient pas. Il décide alors d'appeler la police de Santa Cruz et avoue ses meurtres. Au début, personne ne le croit au vu de la relation qu'il avait entretenue avec la police locale. Cependant, quand Ed leur indique où trouver le corps de sa mère ainsi que de son ami, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Ed Kemper est coupable. Il sera par la suite appréhendé par la police de Pueblo et il finira par donner des aveux très détaillés de ses 8 meurtres. À son retour à Santa Cruz, il indique à la police où trouver les différents corps. En premier temps, son avocat décide de plaider pour l'aliénation mentale. Cependant, durant son procès, c'est le docteur Joel Forte qui finira par dire que le diagnostic qui avait été posé lorsqu'il avait 15 ans, disant qu'il était schizophrène, était faux. En réalité, le docteur Forte conclut que Ed n'était pas schizophrène, mais juste obsédé par le sexe, la violence et un besoin constant d'attention. En outre, Forte certifia que si Ed Kemper était libéré, il recommencerait. C'est alors en octobre 1973 qu'il est accusé de 8 chefs de meurtre au premier degré. Et c'est en novembre 1973 qu'il sera reconnu coupable. Lorsque la juge a demandé à Ed ce que devrait être sa punition, il a répondu qu'il devrait être torturé à mort. Malheureusement, de 1971 à 1974, la peine de mort est suspendue. Il évite donc la peine de mort. En revanche, il est condamné à 8 peines concurrentes d'emprisonnement à perpétuité. Par la suite, Ed Kemper ou l'ogre de Santa Cruz ou bien encore le tueur d'étudiantes sera l'objet d'étude numéro 1 des agents du FBI Robert Ressler et John E. Douglas. En effet, Ed a toujours été très coopératif avec ces derniers. Les interviews montreront que Ed possède une mémoire phénoménale et un amour pour les médias complètement démesuré. Il prend toujours un immense plaisir à parler de ses crimes aux médias. J'en ai fini avec le cas terrible, tragique et monstrueux de Ed Kemper et je vous dis à la prochaine.